L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis internautes, bonjour. Dimanche 14 avril 2024, bienvenue sur votre émission L'invité. Nous recevons pour vous aujourd'hui une éminence du monde syndical béninois. Il a pour nom Guillaume Atibé. Bonjour monsieur Atibé. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Mais pour cet exercice, je ne serai pas seul. Je serai en compagnie de ma collègue Tatiana Aranda qui est la rédactrice en chef de ESAE Radio. Tati, bonjour. Bonjour Carles, bonjour monsieur Atibé. Bonjour madame. Comment vas-tu? Ben ça va, je pousse, je mets la cale et puis je suis là. Ah, tu es vraiment là et comme tu le dis bien, je vais te permettre de démarrer cette émission en nous présentant en quelques mots l'éminence qui est avec nous ce matin. Alors, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ESAE Télévision, qui est Guillaume Atibé? Guillaume Atibé, c'est ce Béninois-là qui est né au sud du Bénin, plus précisément à Ouida, qui a fait ses écoles, son œuvre au niveau de l'ORTB, l'ancienne office de radio et télévision du Bénin, où il a été technicien, il est devenu acteur syndical. De là, il s'est retrouvé du côté de la CSA Bénin. Il fait partie de ceux-là qui ont longuement et âprement été présents lors de la conférence des forces vives de la nation de février 90. Certainement, il nous en dira un mot tout à l'heure, monsieur Atibé, avec votre permission. De la CSA Bénin, il s'est retrouvé au summum même du syndicalisme, c'est-à-dire au niveau de l'OIT, où également il a occupé des fonctions de ce côté-là. Il a été récemment le président du Conseil national du dialogue social au Bénin. Aujourd'hui, Guillaume Atibé est le président de l'ONG Afrisop, entendez Afrique Performance. J'espère que la présentation brève, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Et donc, il est notre invité ce dimanche, Carles. Merci à toi, Tatiana. Monsieur le Président, vous êtes nouvellement le président d'une ONG. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette institution? Merci. Je voudrais d'entrée joindre ma voix à la vôtre pour saluer vos auditeurs, les téléspectateurs, plus précisément. Afrique Sociale Performance, c'est pas une ONG qui vient d'être créée, c'est une ONG qui existe depuis pratiquement une vingtaine d'années. Elle a été créée un peu juste avant que je ne raccroche officiellement au niveau syndical. Okay. Ça a servi de relais aux activités sur le plan social. Nous avons un cabinet qui tourne, nous avons des acteurs qui animent l'ONG et ça a une couverture continentale. Tout simplement parce que dans mon parcours syndical, à un moment donné, j'étais président de l'organisation régionale africaine des syndicats. Donc, beaucoup de gens attendaient de ce côté-là aussi, et ils voulaient savoir un peu ce que j'allais faire après avoir raccroché
au Bénin, enfin, en tant que secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Donc, ça m'a permis de maintenir les liens avec ses collègues, de travailler avec eux, surtout dans le domaine de la formation. Il y a certaines études qui nous ont été confiées, aussi bien par les organisations au niveau des pays, et comme j'ai fait également un parcours au niveau du Bureau international du travail, à ce niveau également, je suis de temps en temps sollicité. Donc, ça m'a permis de rester toujours d'actualité jusqu'à présent. Alors justement, parlant d'actualité, hein, je l'ai dit lors de la présentation que j'ai faite par rapport à la personne que vous êtes, vous avez été quand même le tout premier président du Conseil national du dialogue social dans notre pays. Alors dites-nous un peu, c'est vrai, le Conseil n'étant plus existant, rattaché maintenant à un autre service au niveau du ministère du Travail. Alors dites-nous un peu, de façon ramassée, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage au niveau du Conseil national du dialogue social dans notre pays? Merci. Non, le Conseil national du dialogue social a été créé par le gouvernement suite à certaines revendications qui ont été portées par la classe sociale. Je vais parler là des employeurs et des travailleurs notamment. Et donc, c'est une organisation tripartite qui regroupe gouvernement, employeurs et syndicats. Donc, j'ai été nommé à la tête parce que ce que vous avez oublié aussi dans votre présentation, c'est que à un moment donné, j'ai été conseiller technique au dialogue social. Ah oui, avec le ministre Irénée Loupaki, voilà. Bon, donc tout cela mis bout à bout, peut-être ça a joué un peu sur ma nomination à la tête de cette institution. Qui avait quand même la mission d'asseoir davantage le dialogue social dans nos habitudes, dans nos manières de faire, parce que avant l'avènement du gouvernement Talon, tout le monde sait un peu la situation syndicale qui prévalait dans ce pays et toute la suite qu'il y a eu par rapport au gouvernement. Donc, on était chargé quand même d'amener les acteurs sociaux, notamment les syndicats, à voir les choses, autrement, à appréhender les choses d'une autre manière. C'est pas toujours avec la confrontation qu'on arrive à décrocher une revendication, mais il y a bien d'autres manières, la négociation. Parce que quand vous prenez une entreprise, il y a deux pouvoirs qui se côtoient. Vous avez l'employeur qui a les ressources et les travailleurs qui ont la force du travail. Et c'est les deux conjugués qui donnent un résultat. Donc, c'est pas aisé qu'une des parties tire tout le temps le drap de son côté pour dire je suis le plus fort. C'est ma voix qu'on doit entendre, ainsi de suite. Donc, on était là vraiment pour calmer les esprits, pour développer vraiment l'esprit de dialogue, ce que nous avons fait, parce que dès qu'on a pris fonction, on avait une charte en main. Une charte du dialogue social signée par les trois parties. Donc, c'est un genre d'engagement qui avait été pris par les trois parties, gouvernement, employeurs et travailleurs. Donc déjà, ça les lie. Et sur cette base-là, nous avons réfléchi avec les acteurs à un plan triennal du développement du dialogue social. Donc ça a été notre programme et c'est sur cela que nous avons basé nos actions. Mais est-ce que cette position ne vous a pas opposé un moment à vos anciens camarades? Oui, c'est pas facile parce que les habitudes sont têtues. Vous savez, je viens du monde syndical, on avait une manière de faire, globalement. Bon, maintenant que l'environnement a changé, les choses ont changé, que j'ai une mission, il faut pouvoir les amener, les convaincre
à changer un peu de langage, de comportement, de la manière de voir les choses. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parfois, c'est dans beaucoup de contradictions que nous avons nagé au niveau du CNDS. Alors, moi, je vais vous poser la question de savoir aujourd'hui, dites-nous un peu, en tant que syndicaliste, oui, parce qu'on dit syndicaliste un jour, syndicaliste toujours. Le SMIC, est-ce qu'il est vraiment actuellement respecté dans notre pays, que ce soit au niveau du privé, que ce soit au niveau du public? Et vous savez, puisque parlant du SMIC, comme on le dit, les faits sociaux s'animent de façon diachronique. Par rapport à l'histoire, au moment où le CNDS a pris fonction, il y avait déjà le SMIC de 2014 qui était déjà là, mais inappliqué. Nous avons tout fait en rapprochant les partis, le gouvernement également, tout ça, et à amener les gens à appliquer au moins l'existant. Parce que nous ne sommes nés qu'en 2017, au niveau du CNDS. Donc, le SMIC avait déjà changé, mais les gens n'appliquaient pas. Et nous avons essayé, un temps soit peu, d'amener les gens à l'observer. Le hic, c'était au niveau, par exemple, des salaires hiérarchisés, qui devrait suivre, qui a toujours suivi. L'augmentation des SMIC a été toujours suivie de la révision des salaires hiérarchisés. Mais depuis 2014, les employeurs ont refusé carrément. Ils évoquent la morosité économique et tout ça. Y a pas mais est-ce que c'est pas une fuite en avant? Oh, absolument. Parce qu'à chaque fois, avancer ça comme argument, la morosité économique, est-ce que c'est pas une fuite en avant? Bon, vous savez, ces messieurs-là, ils ont plus de 1000 trous dans leur sac. Comme vous, les syndicalistes aussi. Non, oui, mais les syndicalistes étaient... C'est oui ou c'est non, monsieur? Non, chacun développe sa stratégie. D'accord. J'aime votre façon de dire ces messieurs-là. C'est un peu pour les caricaturer. Non, ce que je veux dire... vous savez, j'ai été syndicaliste, j'ai parlé un langage pendant des dizaines d'années. Ce n'est pas à votre micro que je vais changer ça. Donc, souffrez quand même. Souffrez. Non, vous avez été des deux côtés de la pièce, c'est-à-dire vous avez été syndicaliste, vous allez retrouver du côté des gouvernants aussi. Non. Ben si, quand on devient président de Conseil national du dialogue social au Bénin, donc ça veut dire qu'on se retrouve du côté des gouvernants. D'abord conseiller. Ben oui, conseiller d'abord et ensuite président. D'abord conseiller pour quoi faire? Oui. Parce que le dialogue social, c'est à partir de là que tous les ministères ont commencé par créer des structures de dialogue social. Oui. Sinon, ça n'existait pas. Oui. Parce que c'est une dimension. Donc vous avez un peu trahi les vôtres à un moment donné. Non, c'est pas ça, non. Le BIT, par exemple, s'assoit sur le dialogue social. C'est pas une invention. C'est pas une invention, c'est... Monsieur Atigbe avait votre permission. C'est à cette école que moi j'ai été. Je suis d'accord que c'est pas une invention, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment, acceptez, souffrez, que je vous dise qu'à un moment, vous avez trahi les vôtres, parce que vous vous êtes retrouvés de l'autre côté. Je n'ai pas voulu utiliser le mot, mais je le pense quand même. C'est pas de la trahison, c'est quoi, parce que moi je pense que... C'était une opportunité? Non, c'est pas simplement une opportunité. Quand chaque parti reste dans son coin, vous savez, madame, je me souviens encore des années 2016, quand vous m'avez invité à un café média à Bedjiro-Médé, quelque part ici, où il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout, on était dans la tourmente des élections. Vous m'avez dit d'apprécier un peu les candidats et tout ça. Vous avez parlé du trépied. C'est pas eu la langue de bois. Et ce que j'ai dit à l'époque, aujourd'hui se vérifie. Ah non, j'ai parlé du trépied. Vous êtes un visionnaire. Ah non, mais ça, c'est clair. C'est bien. Et ce travail, je l'ai poursuivi en acceptant être au cabinet du président Koupaki, parce que j'ai vu que l'une des faiblesses de nos gouvernants et des syndicats également, c'est le dialogue. On s'évite. On s'évite
Et chacun veut rester dans son coin. C'est une guerre larvée qui se fait. Absolument. Absolument. On déclenche un mouvement qu'on n'arrête jamais. Non, mais vous savez, quand on pense à la trahison, c'est parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, la plupart de vos autres collègues ont été contraints de lâcher prise, de ne plus contrôler les centrales ou les confédérations qu'elles dirigeaient. Donc vous étiez le seul à avoir tiré un peu vos marrons du feu en vous retrouvant dans cette position. Non, non, non. J'ai d'abord pris ma retraite. D'accord. Et tout ce qui se Donc passe... vous êtes un vrai visionnaire. Tout ce qui se passe en dessous, on ne peut pas le dire. D'accord. Sinon, en tant que secrétaire général du syndicat, j'ai eu l'opportunité d'être ministre du Travail. Ah oui. Ah oui, sous le président Kérékou. Ça, je le dis, il y a encore des gens qui sont là aujourd'hui, qui peuvent témoigner. Et nous espérons recevoir ces gens ici un dimanche. Hein. En tout cas, vous allez les chercher. C'est pas à avec votre aide, bien sûr. C'est pas à moi de les doiter, vous allez les chercher. Donc, sans vous mentir, c'est pas toutes les opportunités qui se présentent qu'on saisit. Mais, et cela se vérifie encore aujourd'hui. Je suis convaincu que l'une des faiblesses des partenaires tripartites dans notre pays, c'est l'absence de dialogue social. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous constatez par exemple que le mouvement syndical, vous jugez les gens autrement, des trucs comme ça. Non. Aujourd'hui, depuis vous avez tout à l'heure dit dans votre présentation que les anciennes attributions du CNDS ont été versées à une autre structure. Quelle structure? Et qu'est-ce qui a été fait? Depuis 2 ans. Vous allez nous éclairer. Non, je demande, puisque vous êtes là, vous êtes des observateurs très avertis. Oui. Hein, qu'est-ce qui a été fait, par exemple, par rapport au plan triennal que nous avons mis en place? Nous avions l'habitude de publier un rapport annuel sur l'état du dialogue social dans notre pays. Est-ce qu'il y a eu encore, parce que ça permet au monde, aux partenaires sociaux, et tout le monde, de savoir exactement est-ce qu'il y a une évolution par rapport au dialogue social avec ce rapport annuel que nous présentons. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de rapport annuel. Alors, et les attributions du CNDS, je ne les retrouve nulle part. Moi, je tiens à ma question de départ. Hein. Je tiens à ma question de départ qui nous a conduit à nous réindiquer, à nous réexpliquer le bien fondé, l'importance même du CNDS dans un pays. Le SMIC, revenons-en par rapport au SMIC aujourd'hui. Non, mais j'en reviens. Ouais. Alors, donc... parce que vous étiez déjà allé au CNDS, là. Donc, non. Je vous ramène ici. Vous me ramenez ici, madame, et je suis content que vous me rameniez ici. Voilà. D'accord. Donc, je disais qu'à l'époque où on a pris service, il y avait un SMIC qui n'était pas appliqué. Oui. Et il n'y avait pas eu les salaires hiérarchisés qui ont suivi. La dernière augmentation qu'il y a eu, les choses ne sont pas parties de là parce qu'il n'y a pas eu également la hiérarchisation des salaires par rapport à la dernière augmentation, à la dernière révision du SMIC qu'il y a eu. Mais moi je dis, et ça c'est l'une des faiblesses du mouvement syndical aujourd'hui. Hein? On ne combat pas toujours avec les mêmes armes. Ah non! Ah ouais? Ah non! Ça, on ne combat pas. Il faut évoluer avec le temps. Livrez-nous quelques-unes ici ce dimanche. Absolument. Le gouvernement dit désormais, et les employeurs là-dessus s'entendent très bien, parce que n'oubliez pas les origines aussi de Talon. Hein. Bon, donc, désormais, il n'y a plus de salaire hiérarchisé, et on va laisser libre cours aux entreprises, compte tenu de ceci, cela, tout ça là. Mais vous n'êtes pas obligé, forcé de rester garder les fusils sans tirer. C'est pas possible. Vous élaborez, même à blanc, il faut tirer. Vous élaborez votre propre stratégie. Donc, même à blanc, il faut tirer. Et quoi? Même à blanc. Même pour faire peur, oui. On peut tirer, on peut donner l'impression qu'on tire pour faire peur. Non, mais comment est-ce que vous expliquez que les syndicats n'aient pas eu la bonne réaction quand cette décision a été prise? Non, quand la décision a été prise, il ne s'agit pas de suivre. Ou déjà parce que les négociations se tiennent toujours, il y a toujours des négociations. Non, même actuellement. Hein, il y a la commission que préside le ministre d'État
Abdoulaye Biotchane, qui s'occupe surtout des revendications, même si la dimension CNDS n'est plus prise en compte, est occultée. Les négociations continuent, ça il faut le reconnaître. Alors, donc, comme il y a ce cadre-là, au niveau de ce cadre, c'est là qu'il faut que les syndicats fassent connaître leur nouvelle stratégie. Hein? Ça veut dire que le syndicat, c'est une école. On ne s'improvise pas au syndicat. Hein? Moi, ou ma génération, quand on était... Ce qui a fait la force du mouvement syndical à notre temps, nous, oui, c'est que quand vous prenez, par exemple, Feu Azoua Gaston, le type de syndicalisme qu'il pratiquait n'est pas la même que ce que pratiquait Pascal Todjinou. Ce que pratiquait Pascal Todjinou n'est pas ce que la CSA, dirigée par moi, on pratiquait. Mais on essayait d'exploiter... Harmoniser tout ça. Non, d'exploiter les faiblesses. Du gouvernement. Les faiblesses, non seulement du gouvernement, mais les faiblesses, par exemple, de la ligne que chacun emprunte pour pouvoir élaborer sa stratégie. Ok. Hein? Oui. Ben, quand vous prenez, par exemple, et ça c'est une piste au moins que moi j'ai eu à indiquer aux collègues, quand vous prenez, par exemple, les choses après la révision du SMIC, nous sommes dans la sous-région, le pays qui a une très très mauvaise organisation des secteurs. Hein? Oui. Ça dit, nous, on est encore dans le système du Moyen-Âge, ici. Au Bénin. Oui. Au Bénin, absolument. Expliquez-nous. Les gens, on parle de fédérations de nom, mais les fédérations n'existent pas. Quand on dit confédération, il y a un contenu. C'est l'association de fédérations qui fait une confédération. Et quand on dit centrale? Quand on dit centrale, la centrale regroupe et fédération ou des syndicats de base. Ok. Donc c'est comme une confédération, la centrale. Oui, on donne centrale, confédération, tout ça. De toute façon, ils sont au même niveau. Ok. Alors, donc, dans ces conditions-là, les fédérations, il faut les activer pour négocier dans les secteurs et faire face vraiment aux employeurs. Il faut que les employeurs d'un secteur donné puissent, compte tenu des données de l'entreprise, des entreprises du secteur, Oui. hein, donc les résultats ne sont pas les mêmes. Quand tu quittes une entreprise de peinture pour aller dans l'agroalimentaire, c'est pas la même chose. Les résultats ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais il faut tenir compte de la spécificité de chaque secteur. Donc, il y a nécessité d'activer les fédérations, ce qui va obliger aussi les employeurs à se regrouper. Et ça facilite la négociation. Ok. Ça facilite la négociation. Maintenant, les syndicats faibles que nous avons là, hein, les syndicats faibles que nous avons... Pardon, Mais- vous dites vous voulez- syndicat faible ou bien confédération et centrale faible? Non, je dis les syndicats faibles. Non, moi je veux comprendre, monsieur Le Atigbe. syndicat, Non, c'est un monsieur genre de Atigbe. générique. Monsieur Atigbe. C'est un Non, genre de non, générique. non, là, ça c'est trop facile. Là, vous voulez déjà nous entraîner dans le mouvement, nous ne pouvons plus reculer. Non. Alors, vous voulez nous dire, on veut comprendre, Non. c'est les syndicats qui sont faibles ou alors c'est les confédérations et les centrales qui sont faibles? Par rapport à mon explication, Oui. je veux parler des syndicats de base. D'accord. Les syndicats de base, les syndicats au sectoriels. niveau des entreprises, Oui. qu'on veut qu'ils négocient directement avec les employeurs. Ok. Hein? Oui. Ils ne sont pas, assez outillés. C'est ça, c'est là la faiblesse. Ils ne sont pas assez outillés pour faire face aux employeurs vraiment qui ont trop de tout dans leur sac. Dans le sac. Alors, dans le sac. Mais- Alors, donc, dans ces conditions, Oui. il faut des regroupements. Il faut des regroupements. Et les regroupements, là, c'est ça qu'on appelle les fédérations de branches. Hein? Donc, chaque branche, on doit pouvoir encourager la négociation au niveau des branches dans ce pays-là. C'est même à l'avantage des employeurs. D'accord. Hein? C'est même non, Non, mais il y a mille et une stratégies, mais on s'accroche à ce que nous on a fait depuis Antisalem là,
Et puis non, 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 non. Non, mais est-ce que... C'est ça qui fait que le mouvement syndical subit. Mais la faiblesse Les collègues subissent. La faiblesse que vous évoquez maintenant, Ouais, est-ce que ouais. ça ne provient pas de votre accointance avec les politiques? Pourquoi? Parce qu'on a vu les syndicalistes porter du rouge à côté des autres, et aujourd'hui, quand le résultat est là, est-ce qu'on peut faire la différence? Ceux qui ont porté le rouge à l'époque, vous les trouvez encore dans la même position aujourd'hui? Non, mais c'est eux, ils avaient dirigé les syndicats. Donc, Non, lesquels? Alors, justement, M. Guillaume Atikbe, nous allons évoluer. Hein. Nous allons Moi, je n'ai évoluer. jamais porté du rouge, moi. je ne parle pas de M. On ne parle pas de M. Atikbe, Atikbe. mais vos Alors, M. collègues. Atikbe, nous allons évoluer dans ce débat de ce dimanche. Vous avez parlé tout à l'heure de négociation, vous avez parlé de la faiblesse qu'on observe au niveau des syndicats de base. Justement, parlant des syndicats de base, depuis quelques semaines, hein, le mot élection professionnelle sectorielle, c'est dans tous les discours au niveau des partenaires sociaux. Alors, dites-nous d'abord, c'est quoi le bien fondé de ces élections professionnelles sectorielles? Ça vous fait sourire. Mais vous voulez tirer vraiment C'est le but de l'exercice. beaucoup de choses de moi. Aujourd'hui. Non, mais écoutez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est du temps perdu. Ah oui? Sérieux? C'est du temps perdu. Ils ne seront pas d'accord Et avec non, vous, hein? Non seulement du temps perdu, mais c'est un gâchis De quoi? De ressources de moyens. financières, Oui, matérielles et c'est tout? un gâchis. Moi, je veux bien comprendre. Écoutez, Oui. nous avons organisé déjà dans ce pays 3 élections professionnelles au niveau des centrales Oui. et confédérations. On a organisé tout récemment, la dernière. Et c'est d'ailleurs à ce niveau que le CNDS, dès sa prise de fonction, a agi. Parce que pendant 10 ans, avant le CNDS, on n'avait plus organisé les élections professionnelles. C'est nous qui avons réuni les acteurs et relancé le principe de l'organisation des élections professionnelles. C'est nous là, c'est au niveau du CNDS, c'est parti du CNDS. Pendant 10 ans, c'est déjà oublié, les gens ont mis la croix là-dessus. Donc c'est nous qui l'avons réveillé. C'est l'une des actions du CNDS. Alors, l'idée que nous on avait là-dessus, c'est que ces élections-là, si elles étaient organisées, on devait déjà, à cette époque-là, décliner les résultats par secteur d'activité. Ouais. Cela est possible aujourd'hui, à l'heure de l'informatique, Oui. où on décline déjà les résultats en secteur d'activité. Tout simplement parce que les structures sectorielles déjà existaient sur le terrain et il y avait des problèmes pour choisir les représentants. Oui. Donc, par le biais des élections professionnelles nationales, on réglait ce problème-là. Oui. Ok. On n'a pas été écouté. D'accord. Mieux, pour des syndicalistes, nous avons ce que nous appelons la représentativité, comment ils appellent là? Mécanique, hein? Irréfragable. Ah, d'accord. La représentativité irréfragable. La représentativité irréfragable, elle est très simple. À partir du moment où vous avez organisé les élections professionnelles, les centrales qui ont émergé et qui sont reconnues comme telles, comme centrales représentatives, d'office, c'est à elles qu'appartiennent la désignation des représentants au niveau des commissions. Il faut écouter les gens pour savoir exactement. On prend tout politiquement. On agit comme on organise les partis politiques là. Non, Mais non, non. je Le vais- syndicat a sa spécificité. C'est pas pour vous couper, mais Ouais. si vous dites que vous n'avez pas été écouté, ça veut dire que tout ce que vous avez Ça dit, proposé on au a niveau choisi, du on n'a pas CNDS choisi, n'ont pas été fait. on n'a pas choisi une formule qui peut nous arranger. Parce que avec l'une de ces 2 formules-là, Oui. on n'a pas besoin d'organiser aujourd'hui des élections sectorielles comme cela À se faire là. cela va se faire là. Oui. Bah oui, ça se fait en ce moment. Et là. deuxièmement, au niveau de la prise des tests qui a organisé les élections au niveau des centrales, Oui. qui ont organisé les élections au niveau des centrales, il s'agit déjà au niveau des tests de faire comprendre
que ces élections-là vont servir de base à la représentativité irréfragable. Ok. C'est pas après le jeu ou pendant le jeu qu'il faut le dire, mais il faut que les gens le sachent dès le départ. Ok. C'est un peu comme ça. C'est pour cela que je dis, c'est une perte de temps et une perte d'argent pour un gouvernement. Je ne critique pas le gouvernement en tant que tel, mais Mais vous le faites quand même. Non. C'est la méthode que je critique. Parce qu'il faut reconnaître, le souci du gouvernement, c'est de faire de l'économie. Oui. C'est de faire de l'économie. Et je vais dans ce sens-là pour dire ce que je dis. Donc, voilà à peu près. Si vous arrivez de décider maintenant, si vous en aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous auriez proposé pour régler le problème? Je vais proposer avec les acteurs. Oui. On va mettre sur la table les différentes options qui s'imposent. Et on va en choisir une. La France qui est là aujourd'hui, il y a seulement 10 ans, Oui. qu'elle a coupé, par exemple, avec le système de la représentativité irréfragable. Ok. Malgré ses moyens, Oui. la France était dans la représentativité irréfragable. Parce que c'est une affaire de moyens. La démocratie, bon, ça permet, on peut rêver de tout, mais il faut faire ce qui est faisable. Bon, alors, on vous écoute, vous dites que c'est une perte de temps, mais justement... Et de l'argent et d'argent. Oui. Alors on se pose la question de savoir, M. Kitome et moi, est-ce que les 10 élections ont un quelconque enjeu? Si oui, non, c'est quoi cet enjeu? Les enjeux sont là. Oui. Les enjeux sont là parce que ça renforce le dialogue social au niveau des secteurs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour désigner les représentants qui doivent négocier, par exemple, au niveau des secteurs, c'est tout un cafouillage. Ok. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe, mais ça a toujours existé. Donc, il fallait régler ce problème-là. Mais ça arrange les gouvernants, parce qu'ils peuvent choisir avec qui négocier. Oh, mais le gouvernement, c'est un employeur. On connaît la tactique de l'employeur. Donc, là-dessus, sa pratique n'est pas différente de l'autre côté, ce qui se fait de l'autre côté. Donc, et ça arrange le gouvernement. Ok, mais... Et les syndicats tombent dans le panneau. Mais quand nous parlons du monde des travailleurs, nous savons que ce monde est dominé par les enseignants au Bénin. Ils sont très, très nombreux. Et je sais que eux, c'est une masse qui est plus ou moins malmenée. Je prête leur mot pour le dire. C'est des gens qui se disent que c'est un métier ingrat. Et nous avons vu, il y a eu les contractuels, il y a eu les AME. Aujourd'hui, il y a une condition qui leur est faite. Est-ce que, à bien observer, ce n'est pas un rétropédalage? Parce que il y a une époque où ces contractuels avaient quand même des situations. Et depuis quelques années, ils ont perdu tout avantage. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on leur retourne tout ce qu'ils ont perdu. Et c'est comme si on était salvateur. Je ne comprends pas. Disons les choses telles qu'elles sont. Ok, c'est ce que je souhaite. Rien n'a commencé avec les AME. Il faut remonter plus loin. Dans ce pays, nous avons eu les JI. Oui, ça c'est... Les jeunes instituteurs révolutionnaires. Oui, ils étaient entre eux. Quel est le traitement qui leur était fait à l'époque? Après eux, à un moment donné, je ne sais plus un peu par quelle appellation on fait chose, il y a eu ce contingent-là du temps du président Boni Yayi, où ce sont les associations de parents d'élèves qui recrutaient des gens. Oui, ça continue. Qui recrutaient des gens pour boucher un peu les trous au niveau des écoles. Et ce sont les associations qui, tant bien que mal, rémunèrent ces personnes-là qui sont recrutées et qui enseignent aux enfants. On a connu plusieurs étapes. Mais maintenant, quand on prend... Parce que nous oublions vite. Quand on prend les AME, bien sûr, l'idéal serait que quand quelqu'un travaille 12 mois, il faut lui payer son salaire de 12 mois. Tout à fait. Il a droit à une sécurité sociale. La femme qui travaille dans le secteur a droit au congé de maternité.
tout ça. Mais quand ce gouvernement est venu, Oui. il a essayé de mettre fin au recrutement des personnes payées par les associations de Les parents d'élèves. parents d'élèves. Par les associations de parents d'élèves. Et le problème était si chose que je crois que ça les a obligés. C'est ça qui explique un peu les 8 mois ou 10 mois de salaire par an. Parce que par rapport au nombre, le budget n'était pas en mesure de prendre en compte immédiatement tout ce monde-là. Donc c'est juste une justice rendue. Non, mais l'amélioration a commencé par là. Ok. C'est pas une justice, c'est pas encore la justice. La justice, Et loin. c'est les payer le 12 mois sur 12 et tout le filet social et faire chose là. D'accord. Ok. Ça n'a pas été le cas. Donc, je ne dis pas que c'est une justice. Bon, donc, ce gouvernement a commencé par là. Je crois qu'ils avaient 8 mois. Après, c'est devenu 10 mois. Oui. Et aujourd'hui, on nous parle de 12 mois sur 12. Oui. 20 000 francs de prime pour chaque enseignant Oui. par mois. Les femmes ont droit au congé de maternité. Tout ça, il faut constater que c'est des avancées. Mais ce n'est pas ce qu'on aura souhaité. Parce que le travailleur que tu recrutes dans une entreprise n'a pas besoin de négocier ces conditions-là. Il y a des tests qui existent, il faut leur appliquer les tests. Alors, juste... Ce qui n'a pas été le cas. Alors, donc, moi je pense Oui. que sur ce plan-là, il n'y a pas de comparaison par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là. Il faut être clair. Ok. Maintenant, par rapport à l'avenir, moi je félicite, et c'est ça un peu l'une des faiblesses du mouvement syndical d'aujourd'hui. Oui. Vous savez, ces AME, à les écouter, ils ont développé leur stratégie à eux. Oui. J'ai écouté l'un de leurs représentants et il m'a dit, nous ne revendiquons pas, mais nous portons des doléances. C'est ça ce qu'ils disent. C'est ça qui fait qu'ils ne font pas de tapage, ils ne font pas de grève, ils ne font pas ceci là. Et avec leur méthode, ils ont pu avoir ce qu'ils ont eu. Bon, avec l'appui des centrales, ça, il ne faut pas faire chose aussi. Alors, C'est leur rôle quand même. oui, c'est leur rôle. Mais c'est pas bien. C'est pas bien qu'il y ait que des groupuscules se détachent. Hein? Ok. Il Faut que ce soit un mouvement d'ensemble. soit Parce un- qu'ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Alors, justement, question de savoir si ensemble on est toujours plus fort dans le monde syndical aujourd'hui. Nous avons assisté pour sortir justement de cette question des élections professionnelles. Aujourd'hui, les différentes confédérations et centrales syndicales par rapport à ces élections professionnelles et sectorielles crient à la fraude. Moi, je veux poser la question de savoir à M. Guillaume Atigbe, le loup serait-il déjà dans la bergerie? Alors, le deuxième volet de ma question, c'est de savoir qu'est-ce que la confiance qui régnait au sein des partenaires sociaux est devenue aujourd'hui? Écoutez, l'une des faiblesses, ça il faut le dire, même ceux qui donnent l'impression de s'entendre, C'est une entente de façade, c'est ça? vraiment de façade. C'est vraiment de façade. Hein? Mais Il y a pourquoi pas- ils ne il y peuvent a pas pas- s'entendre, il y a- Popo? Il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité pour pouvoir porter une revendication jusqu'au bout. Hein? C'est pour cela que j'ai dit, c'est une perte de temps, d'argent non, c'est pas possible. C'est prévisible. Donc aujourd'hui, vous estimez que c'est normal que ces centrales et confédérations se tirent entre elles à balles réelles, crient à la fraude ou certaines même demandent l'annulation pure et simple de ces Ah élections? non, mais qui va accepter pendant que je suis encore là? Tu veux m'éliminer et tu veux que j'accepte comme ça? Ah non, personne n'aimerait se Donc, laisser. chacun se bat pour lui Ah, d'abord. chacun se bat d'abord pour lui. Et ceux qui sont en alliance, ils trouvent peut-être que c'est par là seulement leur seul porte de sortie, oui. Leur porte de sortie. Oui, mais est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui réorganiser
le secteur syndical comme ce fut le cas avec les partis politiques et autres. Hein. Non. Vous êtes quand même ils sont quand même assez nombreux à la bourse du travail. Ce serait une ingérence inacceptable. Ils sont quand même assez nombreux à la bourse du travail. Une ingérence. Oui, mais M. Atigbe, vous qui avez voyagé, vous n'allez pas me dire que en France ou ailleurs... C'est pas le gouvernement qui viendra organiser les avec votre permission, on parle là de réforme, de réorganisation du paysage syndical, pardon, autant pour moi. En France, c'est vrai, mais on voit que la CGT, qui est toujours au devant de la scène, que ce soit du côté de la Belgique également, mais ici chez nous, nous avons quand même une flopée. Carlet, je peux me tromper, nous avons quand même une flopée de centrales syndicales. Oui. Est-ce que là aussi, je vous demande, c'est vrai, vous n'êtes plus un acteur actif, mais vous êtes acteur en sourdine. Forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faille pas réorganiser, faille pas que les réformes passent aussi par là? On n'a pas besoin de réorganiser. Moi, j'étais à la conférence nationale. Nous avons demandé et obtenu le pluralisme intégral. Hein? Y compris au niveau syndical. Non mais intégral, c'est total. Hein? Déjà au niveau des réunions qu'on a tenues pour préparer la conférence nationale, et c'était l'une des revendications que nous on a portées, parce que on était tous sous le sceau de l'UNSTB. Hein? Et donc c'était ça. Donc il fallait permettre à chacun vraiment de créer son organisation. Donc, à ce niveau-là, laisser les syndicats faire le constat de leurs problèmes et laisser-les s'organiser. Qu'ils quittent la situation. Quand c'était chez les autres, c'était bien. Tout le temps. Quand c'était chez les autres, c'était bien parce qu'on estimait que les autres étaient à 200 et quelques. Les autres, je ne vais pas citer leur nom, vous savez de qui je parle. Non, mais la représentativité a réglé ce problème-là au niveau des syndicats déjà. C'est l'exploitation, malheureusement, qu'on fait de la représentativité, qu'on fait des syndicats après la représentativité, qui vous donne cette impression. Parce que sinon, la représentativité a déjà réglé le problème. Elle est respectée. Donc, c'est respecté. Donc, vous voulez dire que ceux qui ne sont pas représentatifs au plan national, normalement, ne devraient plus exister. Non, ils existent. Ils continuent de mener leurs activités. Quand je m'appuie sur ce que vous dites, M. Guillaume Atigbe, quand je m'appuie sur ce que vous dites. Donc, au niveau des négociations, c'est surtout au niveau des négociations. Ils ne siègent pas. Non. Quand tu n'es pas représentatif, tu n'es pas invité à la table de négociation. Tu n'existes pas. Les autres non, tu existes. Tout le monde peut créer son syndicat, c'est clair. Et c'est quoi le champ d'action dans ce cas? Le champ d'action, on ne peut pas être représentatif à vie. Celui qui l'est aujourd'hui peut l'être demain. C'est dynamique. Donc c'est dynamique, il faut travailler. C'est un peu par rapport à cela que ce qui se passe sur le plan politique, le débat d'aujourd'hui, moi ça me fait rire. Ça me fait rire parce que les gens ne voient que eux-mêmes leurs intérêts immédiats. D'accord. Hein? Ils ne voient que leurs intérêts immédiats. Ben, est-ce que ce qui se passe là va toujours servir à l'avenir ceux qui pensent qu'ils tirent le drap de leur côté. Non, quand vous faites une analyse vraiment profonde, et c'est ce que je ne vois pas dans ce que j'entends. Non, mais puisque vous évoquez le sujet, le Bénin, tout est lié au Bénin. Ce que vous notez aujourd'hui et que vous craignez, c'est la même chose se répète sur d'autres plans. Et aujourd'hui, je crois que ce qui a le plus à agiter, ou bien ce qui continue d'agiter l'opinion, c'est quoi? Nous avons un nouveau code électoral et il y a beaucoup de supputations. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Comment? Intérêt immédiat. Les gens ne voient que les intérêts immédiats. Pour crier, pour protester. Mais est-ce que ce qui se fait sert ceux-là même qui le font aujourd'hui, à terme? C'est ça qu'il faut comprendre. Si ce système-là, tel que moi je l'ai analysé, est mis en marche, hein? On a l'impression que ça sert un groupe aujourd'hui qui est là, tout ça là. Mais le groupe qui le porte. Le groupe qui est là aujourd'hui. Mais il s'agit de pousser l'analyse pour voir
si vraiment vous faites un travail de fond, Oui. hein, parce que il faut organiser les structures, les partis politiques. Hein, il faut la sensibilisation. Il faut un certain nombre de choses pour gagner des militants. Mais à terme, je ne suis pas sûr que ceux qui sont aujourd'hui les plus forts seront les plus forts s'ils ne changent pas de méthode. Alors, justement... Mais c'est comme ça, justement. Hein, c'est comme ça qu'il faut faire l'analyse. Il ne faut pas voir l'immédiat. C'est que les gens voient à court terme, est-ce que je vais être élu député si je fais ceci? Non. Le problème n'est pas là. Si on veut vraiment, on pense à l'avenir de ce pays, il faut dépasser ce truc-là et puis voir un peu ce mais dans quelques années, ceux-là seront les aînés à qui nous allons nous identifier. Nous irons puiser à leur source. Ouais. Est-ce qu'ils seront à même de donner les conseils qu'il faut pour que les autres générations puissent bien construire ce pays? Sonko a écouté le conseil de qui, vous savez? L'exemple me plaît. Alors, justement, moi, M. Guillaume Atigbe, je ne peux pas vous avoir ce dimanche ici, hein, comme invité sur mon plateau, sans vous poser une question qui, moi, me taraude d'esprit depuis un moment. Lors de ma présentation, j'ai dit que vous êtes un vieux de la vieille, c'est-à-dire que vous avez vu pas mal de personnes défiler à la tête de notre pays. Vous avez vu Kérékou révolutionnaire, Kérékou démocrate, vous avez vu Soglo, vous avez vu Yayi, et là, vous êtes en train d'expérimenter Patrice Talon. Dites-nous un peu, hein, le vieux briscard que vous êtes, hein, de la chose syndicale dans notre pays, c'est quoi la particularité, très rapidement, de tous ces chefs d'État que vous avez vus à l'œuvre? Bon, c'est une colle? C'est pas une colle, voilà. Mais comme ils sont nombreux à défiler... Oui, mais très rapidement. Oui, si je vais très rapidement, je risque de tomber là où je ne veux pas tomber. Carles va vous relever si vous tombez. Non. Je suis juste à côté. Non, ce que je voudrais dire, c'est que depuis Maga, depuis Maga, en passant par tout ce monde-là, Kérékou, Soglo, Apiti, Mahomadeke, tout ça, je crois que et quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui, je pense que il y a quelque chose de nouveau qui est apporté. Et c'est ça la difficulté du gouvernement actuel. C'est-à-dire que les habitudes sont têtues. Hein? Oui. De tout ce monde-là, depuis 60, hein, oui. Jusqu'à l'avènement de Talon, il y a similitude pratiquement dans la manière de conduire le pays. Ah oui? Donc le mot rupture se justifie? Non. Bon. Oui, ou alors à chaque fois c'est rupture. C'est à vous de conclure. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas... Non, parce que c'est la première fois. C'est la première fois que vraiment... Parce que ce que fait Talon, oui. Excusez-moi, mais parfois moi je me demande si celui-là, il est de l'origine employeur. Ah ouais? Oui. Parce que si vraiment il a comme souci, hein, oui. de maintenir le système, oui. Donc capitaliste, compte tenu quand même de ce qu'il a été et tout ça, s'il y a comme souci, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises aujourd'hui et qui sont vraiment, qui laissent à réfléchir, sérieusement. Qui laissent vraiment à réfléchir. Parce que, vous voyez, la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui, avec les réformes, c'est là que vous allez m'excuser, je vais employer votre mot rupture.
par rapport à la manière dont on a gouverné ce pays, Oui. où c'est l'argent, où c'est ceci, où c'est cela, des trucs comme ça, ça, je ne dis pas que l'argent n'existe plus. Pas du tout. Ça existe toujours. Mais ça a moins d'influence, ça aura moins d'influence à terme. Les suscitations de candidatures qui sont des moments de rapaille, Vraiment, hein? qui sont des moments de rapaille, j'ai dit, à terme, c'est obligé de faire chose là. Ce n'est pas la meilleure formule. Les habitudes dans la peau dure, M. Atigbe. Ce n'est pas la meilleure formule qui est trouvée aussi avec la gouvernance actuelle. La caution que les députés. Bon, non. Je pense qu'on est en train de chercher. Oui, mais les habitudes dans la peau dure, M. Atigbe. Vous avez parlé des suscitations. Les habitudes dans la peau dure. Ouais. Certains estiment que c'est grâce à ces suscitations que la vie politique continue par s'animer. Parce que c'est un silence plat au niveau des partis politiques. Vous aimez trop l'animation. Il faut faire du sérieux. Nous aimons trop l'animation. Mais l'animation, ce n'est pas forcément du folklore. Mais dans les partis politiques, il y a un mouvement. Mais il y a beaucoup plus l'aspect folklore qui transparaît. Transparaît. Non. Faisons du sérieux. Faisons du sérieux. Comment est-ce que un gouvernement qui en existe, qui est en place, à 2 ans de l'échéance déjà. Oui. Parce que on est pressé. Hein? On agit déjà. Oui, M. Atigbe, c'est pas nouveau. Vous dites ça comme si ça a commencé. Ça a toujours existé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que c'est bien ça là? Moi, je pose juste des questions. Non, est-ce que c'est bien ça? À vous de répondre. Non, ce n'est pas bien ça. Ah, d'accord. La réponse, c'est que ce n'est pas bien. Là, c'est tranché. Il n'y a pas que ceux qui ont l'argent qui peuvent diriger ce pays, qui peuvent nous conduire. Non. Il faut absolument que le pouvoir appartienne au peuple, comme cela se dit. Donc, ce n'est pas le cas. Il n'appartient pas encore au peuple. Ici au Bénin? Moi, j'ai posé la question. Je ne veux pas savoir si c'est ici au Bénin. Avant de vous répondre, je voudrais savoir d'où vous parlez. On parle donc du Bénin. Le pouvoir n'est pas encore au peuple. Le pouvoir... Mais ce n'est pas le peuple qui élit. L'organisation que nous avons en place ne permet pas au peuple d'accéder à quoi que ce soit. Ah bon? Non. Donc le peuple est quoi? Juste un tremplin. C'est un enjoliveur. Un enjoliveur. Oui. Alors justement, j'espère que vous n'allez pas nous parler d'enjoliveur cette fois-ci, Carles, avec votre permission. Nous sommes quasiment à la fin de notre émission de ce dimanche. Quelle est l'appréciation que vous faites des 8 ans de gestion du président Patrice Talon? Bon, tout à l'heure, je vais commencer par vous dire, madame, qu'il y a une différence entre ce qu'on a vécu jusque-là et ce qu'on vit sous Patrice Talon. Il y a une différence dans ce sens que... Mais après, vous avez aussi dit que il y a une certaine... C'est pratiquement la même façon de gouverner. Non, j'ai dit l'idéologie. Oui, voilà, allons-y. L'idéologie de gouvernance qui sous-tend tout cela, c'est la même idéologie. D'accord. C'est la même idéologie. Mais s'il faut apprécier un peu les actions en tant que sans comparaison par rapport à ce qui... Non, il y a eu des avancées. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées. Il y a des avancées en ce sens que moi, pour parler d'avancées, je ne vais pas parler des routes. Je ne vais pas parler des monuments. Non, c'est Est-ce que vous êtes sérieux? Ce dimanche, M. Atigbe, quand on sait que, pour certains, quand on parle de la gestion du président Patrice Talon, ce qui est mis en avant, c'est les routes. Non, mais justement, je dis que j'ai tellement entendu ça. Il fut une période où on a dit qu'on n'allait pas manger les pavés. Oui. C'est ça. Je dis que... Là, maintenant, on ne mange plus. C'est pourquoi je ne veux pas dire, je ne veux pas apprécier la situation par rapport à ces choses-là. Vous en avez tellement entendu que... Non. Moi, je pense qu'il y a des trucs de fond. Oui. Regardez, par exemple, là où on en est aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Là où on en est aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Où, honnêtement, ce qui paraissait impossible il y a 8 ans
vous pouvez, sans trop vous casser la tête. Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion au papier et autres là. La numérisation, les actes qu'on peut avoir en ligne. De tous les actes qu'on peut avoir en ligne. Oui, mais je vais demander, comme quelqu'un demandait, est-ce qu'on mange ça? Entre-temps, le panier de la ménagère, il est comment? Le syndicaliste, entre-temps, il y a tout ça, mais le panier de la ménagère, il est comment? Non, le panier... Le hautement social. Non, le panier est toujours trouvé. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas... Et le hautement social? C'est pas ce qu'on attend. Mais le hautement social, à commencer par les AME, je crois que ça va s'étendre. Bon, monsieur Guillaume Atibé, le débat est toujours intéressant. Oui. Je suis sûr que les internautes même voudraient qu'on continue jusqu'à demain. Mais malheureusement, le temps imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Et je vais vous dire infiniment merci pour avoir accepté notre invitation. Je vais essayer de résumer tout ce que vous avez dit sur ce plateau. J'ai retenu fondamentalement que vous trouvez que la gouvernance Talon est en rupture avec tout ce que nous avons connu depuis 1960. C'est du nouveau. C'est vous qui avez utilisé le terme rupture. Bon, j'interprète ce que vous dites. De toute façon, c'est le rendu de vos propos. Ce que nous voyons avec lui, c'est pas il y avait similitude entre tout ce qu'on avait vu jusqu'à lui et avec le nous voyons du nouveau. Là, je suis fidèle. Vous avez dit que le pouvoir n'appartient pas encore vraiment au peuple parce que les contingences ne le permettent pas. Vous avez souligné que la situation des AME a été nettement améliorée avec les réformes qui ont été mises en application. Oui. Vous avez évoqué les élections professionnelles. Mais vous avez trouvé que... Excusez-moi, par rapport aux AME, c'est important. Oui. Par rapport aux AME, je crois que leur objectif, si je le comprends très bien, c'est qu'on puisse... qu'ils puissent devenir des agents contractuels. Okay, et pour cela, je pense que il faut qu'ils prennent un peu qu'ils prennent le devant des choses par rapport au gouvernement. Okay. D'accord. De toute façon, vous avez noté... Parce que ce que dit le gouvernement... évoque le gouvernement, ça peut être contourné. D'accord, ok. Mais de toute façon, vous avez dit que leur situation a été nettement améliorée, mais maintenant vous ajoutez qu'il faudrait qu'ils prennent le devant pour que ça puisse aller beaucoup plus vite. Et vous avez également noté les faiblesses du mouvement syndical qui est notoire aujourd'hui au Bénin. Et vous avez demandé que les syndicalistes puissent vraiment être formés pour pouvoir jouer le rôle qui leur est dévolu dans la société. Je crois que j'ai été fidèle à vos propos. Sur ce, je vais vous dire merci. Je dis merci à vous, amis internautes, qui avez été là jusqu'au terme de cet entretien. Merci à toi, Tati Aranda, qui m'a vraiment soutenu dans cette émission. Merci, Carles. Merci, M. Atibé. J'ai aimé la collaboration. Merci à Charbel, merci à Samuel, merci à Constantine. Merci à toute l'équipe de la régie qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci à tous. Je vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain.